Public Sénat. Bonsoir. Avec nos invités ce soir, nous allons nous pencher sur un paradoxe en fait. La situation internationale est on ne peut plus complexe et tendue. Après les révolutions arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye, se pose la question de la démocratie dans ces pays. Et pendant ce temps-là, la Syrie, elle se déchire. La répression s'accroît à Homs, à Deraa. L'Iran inquiète avec son programme nucléaire. La France veut rapatrier ses troupes déployées en Afghanistan. Et l'Europe est en crise avec en toile de fond une paupérisation croissante de la Grèce. Bref, il y aurait urgence à savoir comment les candidats à la présidentielle entendent se situer sur ces affaires du monde. Or, jusqu'ici, bien la politique étrangère est la grande absente du débat, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en cause le traité européen. On vient de l'entendre d'ailleurs dans ce générique, traité que 26 pays discutent actuellement. Alors, pour en parler ce soir, eh bien, nous recevons deux invités. Jean-Louis Bianco, ancien secrétaire général de l'Élysée, député des Alpes de Haute-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Douste-Blazy, conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Villepin. Bonsoir. Bonsoir. Et puis pour m'accompagner dans ce débat ce soir, pour vous interroger, messieurs, il y aura à mes côtés Luc Bronner. Bonsoir. Pour Le Monde, le journal Le Monde, et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir. Alors Jean-Louis Bianco, ma première question sera pour vous. Hier soir, l'Assemblée générale, non pas le Conseil de sécurité, mais l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une motion qui n'est pas contraignante, mais contre la Syrie. La France se prononce pour l'éventuel envoi de casques bleus, l'ouverture de couloirs humanitaires, et c'est de vrai pour que la Russie éventuellement change d'avis. Que faire d'autre? Si demain vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de différent de ce que fait Alain Juppé aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marge. C'est pas parce qu'on a une campagne électorale qu'il faut prétendre le contraire. Je pense que la diplomatie française s'est bien battue sur ce dossier et comme on l'a vu, il y a un veto très choquant de la Russie et de la Chine. Je pense qu'il faut maintenant presser le pas. Presser le pas en parlant avec nos partenaires européens parce que nous ne pouvons être forts que si nous sommes ensemble sur ce dossier pour des sanctions aggravées et pour discuter en effet de corridors humanitaires en nous appuyant sur les bonnes volontés de la Ligue arabe. La Ligue arabe a souvent été ambiguë. Elle est là, un partenaire utile qui permet de montrer que nous ne sommes pas dans une croisade de l'Occident, c'est toujours le danger dans ce genre d'affaires, mais dans un sujet d'intérêt général, d'intérêt régional. Donc, accroître les pressions, accroître les sanctions et avancer plus vite en rassemblant un front au-delà même de l'Europe. Donc il y aurait un consensus à la fois sur le constat et sur les solutions. C'est votre avis, Philippe Douste-Blazy? Oui, d'abord on a affaire quand même à un chef d'État qui est un sanguinaire, un dictateur. On est devant un peuple excessivement courageux et on est totalement impuissant. Pourquoi? Parce que la Russie, surtout, mais la Chine ensuite, mettent leur veto. En fait, il y a une nouvelle résolution du Conseil de sécurité qu'il faut demander. Soit la même que celle que nous avons connue il y a quelques jours. Enfin, pour l'instant, ça ne marcherait pas. Non, attendez. Soit, vous avez vu que M. Alain Juppé a rencontré Sergueï Lavrov il y a quelques heures. Et je vais vous donner mon impression sur ce qui se passe aujourd'hui, mais juste après. Ou alors, il faut aussi faire une réunion de sécurité sur ce que fait la Ligue arabe, ce qu'a proposé la Ligue arabe et les Nations unies, pour déployer pour des corridors humanitaires, pour des zones de protection, mais aussi pour qu'il y ait des observateurs. Et c'est ça, à mon avis, l'élément essentiel. Il faut donc l'obtenir. La grande question est de savoir pourquoi la Russie fait ça. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que la Russie pourrait bouger là-dessus, que demain une résolution pourrait être votée? C'est ce que j'entends dans vos propos. Oui, parce que je pense que la Russie ne pourra pas tenir éternellement comme ça. La Russie est allée très fort. En gros, Bachar el-Assad en a profité pour multiplier par 2 ou par 3 sa répression, les tortures, les prisons, les tueries. Bon. Et puis, en même temps, on voit bien que l'opinion publique, de plus en plus, va faire pression. Et donc Poutine ne pourra pas continuer éternellement cela. Donc la question, c'est qu'il faut travailler aujourd'hui. Ce qui avait été proposé d'ailleurs dans la première résolution n'était absolument pas grand-chose. Enfin, je veux dire, on ne parlait même pas de choses qui fâchent. C'était uniquement pour dire qu'il y avait un problème. On avait même enlevé le problème politique en disant que Bachar el-Assad pouvait rester. Non, moi j'ai un sujet sur pourquoi la Russie fait ça. Et je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Et puisqu'on est dans un débat présidentiel, je trouve que
c'est très grave d'ailleurs qu'on ne parle pas de ce sujet. En fait, la Russie a depuis très longtemps, depuis l'Union soviétique, des liens très privilégiés avec la Syrie. C'est le seul point en Méditerranée qu'ils ont. Ils vendent des armes, ils ont des contrats militaro-industriels considérables. Il y a le problème également du port de Tartous qui sert évidemment aux bateaux de guerre. Donc c'est quelque part la grande puissance Russie qui veut continuer là. Mais surtout ce qui m'ennuie plus, c'est la relation qu'il y a. Je me souviens quand j'ai présidé le Conseil de sécurité en 2006, lorsque la France était présidente, lorsqu'on parlait de l'Iran, la Russie était toujours très très réticente. Et donc je crois qu'il y a... D'où la question, comment la faire fléchir? Non, mais justement, je crois qu'il y a aujourd'hui un axe entre l'Iran d'un côté et certainement aussi la Russie. Et puis derrière, il y a cet Iran qui fait un croissant chiite de plus en plus important, avec bien sûr la Syrie, le Liban avec le Hezbollah, et bien évidemment, pour moi, c'est une affaire excessivement grave parce que ce croissant chiite fait entre 130 et 150 millions de personnes et c'est 6 millions de barils jour de pétrole. Et donc je pense que là, il y a, pour nous, en tant qu'Occidentaux et Européens, à nous poser cette question. Question de Gilles Leclerc. Ce que se demandent en tout cas les citoyens et les futurs électeurs, c'est au fond pourquoi la France et l'OTAN sont intervenus en Libye et pas en Syrie. La Libye était aussi un enjeu, Jean-Louis Bianco. La question est parfaitement légitime. Pour la Libye, comme vous le savez, nous avons obtenu, la diplomatie française, les pays européens, les États-Unis, l'accord, en tout cas l'absence de refus de la Russie et de la Chine. Et c'est intéressant de se demander pourquoi. Alors sûrement parce qu'on a bien travaillé, mais aussi, me semble-t-il, parce que la Russie, et dans une moindre mesure la Chine, était convaincue que Kadhafi n'en avait plus que pour quelques semaines, et qu'au-delà des grandes discussions de principe sur droit d'ingérence, pas droit d'ingérence, on a fait une avancée conceptuelle dans la Libye. On a dit qu'on ne pouvait pas laisser un dictateur, un chef d'État, abattre son peuple. C'est surprenant que la Russie et la Chine aient accepté ça. Mais ils l'ont accepté parce qu'ils ne voulaient pas être dans le camp des perdants. Ils voulaient être dans le camp de ceux qui allaient gagner la guerre, qui allaient gagner le début de démocratie. Et je crois que la résistance de la Russie sur la Syrie s'explique par le fait que les Russes ne sont pas encore convaincus que Bachar al-Assad va perdre et va partir. Il a encore une armée relativement forte. Il y a des inquiétudes dans les milieux chrétiens parce que les Alaouites, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir avec Bachar al-Assad, passent pour des protecteurs des chrétiens. Donc la Russie, moi j'espère que Philippe Douste-Blazy a raison, j'espère que M. Lavrov va bouger, mais je n'en suis pas certain. D'où l'urgence, mais là-dessus je crois qu'on est d'accord, de l'envoi d'observateurs, de corridors humanitaires, de forces de protection. Il y a un vrai consensus apparemment sur cette question entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou. Je le pense, oui. Et Philippe Douste-Blazy et Jean-Louis Bianco en l'occurrence. Il y a un autre dossier sur lequel la communauté internationale est dans l'impuissance, c'est face à l'Iran. Bien sûr. Quelles que soient les sanctions qu'on ait imposées jusqu'à maintenant, l'Iran continue, et on a vu quelques provocations encore cette semaine, à développer son programme nucléaire. Alors là, la solution, c'est quoi? On regarde faire ou c'est ce qu'Israël peut-être fera demain, c'est-à-dire intervenir militairement? J'ai dirigé 2 missions sur l'Iran, une il y a 3 ans pour l'Assemblée nationale et une tout récemment. Et sur ce point, j'ai une nuance avec ce qui a été dit. Je pense que les Russes sont furieux que les Iraniens, leurs alliés traditionnels pour qui ils avaient aidé à faire une centrale nucléaire civile, aient fait un site caché à côté de la ville de Qom qu'on vient de découvrir. Donc ils ont le sentiment d'une véritable trahison. Et je pense que sur l'Iran, il est peut-être possible de les faire bouger avant la Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Pendant des années, on n'a pas voulu voir la réalité en face. La réalité, c'est qu'il y a un traité de non-prolifération nucléaire qui autorise tous les pays, y compris l'Iran, à se doter d'un nucléaire civil, à condition de se soumettre au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que l'Iran fait mal, par un coup, en mentant, en cachant les choses. Et donc ce que nous avons dit dans cette mission pluripartisane, il y a un peu plus de 3 ans, c'est que nous n'avions aucun doute, c'était pas le consensus à l'époque, aucun doute sur le fait que l'Iran préparait un programme à finalité militaire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient décidé de faire la bombe, ni qu'ils l'aient forcément dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 9 mois. Et ce qui veut dire que potentiellement c'est possible. Ça veut dire que potentiellement c'est possible. Alors, il n'est pas dit qu'il y a jusqu'à la faire.
faire. 2, il est encore moins dit qu'il s'en servirait, mais ça bouleverse l'équilibre de la région et ça met évidemment en danger la sécurité d'Israël. Donc, est-ce qu'il y aura une frappe israélienne? Pas une frappe israélienne, je n'en sais rien. Il est vrai qu'on rentre dans une grande zone de turbulence. Les Iraniens ont parlé de bloquer le détroit d'Ormuz, par où passent beaucoup des ressources naturelles. Une bavure est toujours possible. Donc là, c'est pas satisfaisant. On peut pas arrêter du jour au lendemain. Il y a eu pourtant le mouvement vert, qui est un mouvement extraordinaire, précurseur des printemps arabes, 2 millions de personnes dans la rue, à Téhéran, pour protester contre le vol des élections. Il faut continuer les pressions, et là encore, toujours en élargissant notre base, le plus large possible, avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme la Ligue arabe, avec des pays comme les pays asiatiques, qu'il n'y ait pas simplement ce face-à-face entre l'Occident et l'Iran. Alors Philippe Douste-Blazy, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui sera sans doute moins consensuel d'ailleurs peut-être, c'est le chapitre afghan, où là il y a des désaccords sur le délai de rapatriement des soldats français. Le Parti socialiste disant il faut les faire revenir plus tôt, Nicolas Sarkozy disant on les fera revenir plus tôt mais un an après. Alors moi double question en fait, c'est dans quel délai faut-il ramener nos troupes françaises, mais faut-il les ramener ? Donc, je crois que la décision a été prise. Il y a un accord avec M. Karzai. Jusqu'à maintenant, 400 soldats sont déjà rentrés. Il y en a 1000 autres qui doivent rentrer. C'est prévu. C'est, je dirais, inscrit dans le calendrier. Oui, la question est légitime quand même. Qu'est-ce qui va se passer après ? La question, c'est la transition. Est-ce que nous sommes capables de faire une transition ou pas ? Est-ce qu'on ne laisse pas un pays dans le chaos Non, mais justement, la question est là. Est-ce que M. Karzai est capable de faire la transition ? Il nous dit oui. Bon. Je me permettrai de vous dire quand même que récemment, ce ne sont pas 4 soldats qui ont été tués simplement, c'est 4 soldats français qui ont été assassinés. Parce que personne n'a été capable d'éviter l'infiltration de gens dans l'armée afghane. Donc je crois que là, le sujet, c'est la transition ou pas la transition. Si on arrive à faire la transition, alors François Hollande dit fin 2012, il est inscrit normalement. François Bayrou, sur cette question-là, par exemple. Non, mais c'est 2012-2013. De toute façon, le sujet n'est pas à 6 mois près. La question est est-ce qu'on reste ou pas? Non, moi j'irai plus vite pour ramener les soldats. Non, mais il n'y a France. aucun argument de campagne là-dessus. C'est un argument. C'est la transition. L'argument de campagne, c'est la transition. Il faut être sérieux dans ce domaine-là, à la fois en défense et en politique étrangère. On est sur un calendrier très très lourd. Il y a quand même, on va terminer sur ce chapitre là-dessus, mais Jean-Louis Bianco, une dissonance entre le Parti socialiste et Nicolas Sarkozy, j'en démords pas. Et il y a des experts qui disent François Hollande se trompe, ça n'est juste pas réaliste. C'est techniquement possible en plus. Oui, bien entendu. Les militaires sont toujours très bons pour expliquer que ça n'est pas possible, et quand on leur donne l'ordre, je l'ai vérifié quand j'étais à l'Élysée auprès de François Mitterrand, ils sont remarquables pour l'exécuter. On ne me fera pas croire qu'une armée moderne, même avec des problèmes de logistique, ne peut pas retirer 4000 hommes en 6 mois. L'erreur qui a été commise, c'est que l'Afghanistan était une intervention juste au départ et qu'on s'y est enlisé. La vérité, c'est que ça fait des années qu'on aurait dû préparer notre départ. On a fait ce qu'on a pu pour avoir un régime relativement démocratique. On a fait ce qu'on a pu pour mettre en place une armée afghane, dont on voit d'ailleurs qu'elle est infiltrée d'éléments qui, comme le disait Philippe Douste-Blazy, tuent des soldats français. La solution, elle ne peut pas être trouvée par la communauté internationale. La solution, elle ne peut pas être trouvée par l'OTAN. Elle peut être trouvée que si les Afghans parlent entre eux, ce qu'ils ont commencé à faire, ça veut dire que Karzai parle avec les talibans. Mais on peut rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne changera plus rien. Et il y a urgence de le faire. Encore une fois, je pense que ça aurait dû être fait depuis des années, parce que chaque semaine, chaque mois, ce sont des soldats de la coalition qui meurent. Alors, on ne veut pas dire qu'ils meurent pour rien. Ils meurent pour une mission qu'il leur est donnée. Mais ils meurent sans que ça change les choses en Afghanistan. Je vais quand même ajouter une chose, parce que la langue de bois sur l'Afghanistan est terrible. En réalité, on sait très bien que le grand sujet de l'Afghanistan, c'est qu'il y a une corruption massive, avec les drogues qui pullulent et qui est un carrefour. D'où ma question de tout à l'heure. Dans quel état on va laisser le pays? Est-ce qu'il faut mais justement, c'est une vraie question. Non, mais je vous regarde en face et je vous dis, on ne sortira pas du pays parce que Karzai, si Karzai ne met pas en place un État en voulant vraiment éradiquer la corruption et le problème de la drogue, mais moi je ne suis pas élu ni au gouvernement aujourd'hui, je peux le dire. C'est le grand sujet de l'Afghanistan aujourd'hui. C'est pas uniquement 6 mois ou pas 6 mois pour le retrait des troupes françaises. Bien, alors on va changer de chapitre. Donc je vous propose maintenant de parler d'Europe et de revenir justement sur la proposition de François Hollande qu'on entendait en tout début d'émission, qui consiste à, s'il est élu président de la République, renégocier le fameux traité européen qui est actuellement en discussion. Alors est-ce que c'est une position réaliste? Eh bien c'est ce que Baptiste Etchegaray a demandé à Yves Bertoncini, qui est secrétaire général d'un think tank qui s'appelle Notre Europe, think tank qui est un laboratoire d'idées donc qui avait été fondé par Jacques Delors.
toucher au texte de ces deux traités qui ont été signés ou vont l'être va être quand même assez difficile. En revanche, on peut imaginer d'ajouter un troisième texte, par exemple sur la croissance et l'emploi. On peut aussi imaginer plus concrètement d'ajouter une ou deux déclarations interprétatives à ces textes. Ça, c'est assez classique. Et donc, il conduirait François Hollande à demander à ses partenaires de dire ce qu'ils entendent vraiment par telle ou telle notion de déficit budgétaire à réduire ou telle initiative pour promouvoir la croissance et l'emploi. Le texte a été signé par 25 pays, il valait début mars, mais de surcroît, les rapports de force politiques ne sont pas globalement très favorables si on se situe d'un point de vue partisan. Aujourd'hui, l'Europe est dominée par des gouvernements PPE, donc UMP conservateurs, donc François Hollande arriverait au pouvoir dans cette hypothèse-là comme un social-démocrate. Et c'est vrai que face à ses partenaires, il aurait une partie difficile à jouer, même s'il pourrait faire valoir que justement, lui vient d'être élu au suffrage universel direct dans un très grand pays de l'Union européenne et l'un des deux principaux pays de la zone euro, de surcroît dans un pays qui a dit non à l'Europe il y a quelques années, et donc un pays dont il faut prendre en compte les demandes et les considérations, puisqu'il vient de changer de chef d'État. Voilà donc l'avis d'Yves Bertoncini sur ce chapitre, et sur ce chapitre justement, une question maintenant de Luc Brunner. Jean-Louis Biancourt, on a entendu François Hollande avoir une prise de position assez claire il y a quelques semaines sur l'idée de renégocier le traité européen en cours de discussion avec les 25 États de l'Union européenne qui sont parties prenantes. On a senti que sa position évoluait. Quelle est-elle aujourd'hui ? Sa position n'a pas évolué. La difficulté, la précision qu'il faut apporter, c'est ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure de la part de notre Europe. Je rappelle d'abord que le traité a été signé, ils n'ont pas été ratifiés. Et pardonnez-moi, ça ne va pas être un chemin facile. Il y a un certain nombre de pays européens où ça va poser des gros problèmes. Parfois, ils vont devoir se faire le choix du référendum. Et en plus, n'oubliez pas que semaine après semaine, le plan d'austérité infernal auquel est soumis la Grèce dresse les opinions contre cette vision excessivement rigoriste et punitive de l'Europe. Donc même s'il n'y avait pas de changement électoral, moi je considère que la ratification du traité ne serait pas acquise. Maintenant, ça, on ne l'enlèvera pas du traité, le côté rigoriste. On peut bouger un certain nombre de choses. Et j'y viens. Premièrement, il y a une partie qui est évidente, c'est qu'il faut de la solidarité. On aurait dû en faire plus, on aurait dû le faire plus tôt. Il y a une partie qu'il faut obtenir de rajouter, que jusqu'ici on n'a pas obtenu, c'est qu'il faut qu'on ait des obligations européennes, qu'on mutualise la dette européenne. Et ça, on peut le rajouter au traité. Il peut y avoir des déclarations aussi disant qu'on rediscutera dans la pratique, dans le cadre d'un gouvernement économique de l'Europe, de ces règles de rigueur, qui sont d'ailleurs techniquement très compliquées. Les déficits structurels à 0,5%. Moi, j'attends qu'il y ait un consensus des économistes là-dessus. La règle d'or budgétaire qui interdirait les déficits budgétaires. Le principe de la règle d'or budgétaire me paraît totalement secondaire. Maintenant, après, c'est une affaire de négociation. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on parle au peuple, qu'on donne du pouvoir au Parlement européen, qu'on ait une initiative d'emploi et de croissance et qu'on ait une mutualisation de la dette européenne. Après, c'est une affaire de négociation, mais vous savez, après le traité d'Amsterdam, il y a eu une renégociation. L'argument de Nicolas Sarkozy ne tient pas la route une seconde. C'est pas parce qu'il a signé quelque chose sous pression de Mme Merkel et Mme Merkel que ça vient la Bible pour les siècles des siècles. C'est un argument complètement fallacieux. Est-ce que pour autant l'Europe, dans un climat très déstabilisant aujourd'hui, peut se permettre le luxe d'une nouvelle crise sur fond de renégociation d'un traité qui certes n'aura pas été ratifié, mais aura été adopté? La crise, elle est là, elle l'a déjà, on l'aura toutes les semaines sur la Grèce, j'espère qu'on ne l'aura pas sur les autres pays, mais ça peut venir, on l'aura avec des difficultés dans un certain nombre de parlements européens. Il ne faut pas croire que parce qu'on a eu le sommet de la 25e chance et qu'on prétend y être arrivé, c'est fini. C'est hélas la situation dans laquelle nous sommes, tant qu'on n'a pas une perspective qui donne confiance dans l'Europe avec de la croissance et de l'emploi. Philippe Douste-Blazy. Oui, moi ce qui m'a le plus peut-être un peu heurté de la part de François Hollande, c'est lorsqu'il a dit « j'irai voir Madame Merkel ». Mais quand on est 27... On va peut-être quand même rappeler que vous êtes un des soutiens aujourd'hui de François Bayrou. Oui, justement. C'est une précision qui a son sens. Bien sûr, mais je suis très fier de ça. Non, la question, c'est que voilà, ça se passe pas entre la France et l'Allemagne. Un Conseil européen, c'est compliqué. Il faut respecter tous les pays. Et donc, faire croire, que ce soit d'ailleurs M. Sarkozy ou M. Hollande, qu'en voyant Mme Merkel, on règle tout, c'est très condescendant par rapport aux 25 autres, et ce n'est pas beau. Après, je crois que l'idée de François Hollande, c'était d'ajouter quelque chose au texte, et surtout de ne rien retirer à celui-là. Parce que si c'est pour retirer quelque chose, ça sera impossible. Puisque les peuples, les uns après les autres, vont avoir à ratifier ce traité. Moi, je crois surtout que pendant cette crise européenne, ça veut dire que François Hollande nous dit quelque chose qu'il ne sera pas en mesure de faire, si on vous suit bien. Enfin, je crois que ce n'est pas en allant voir Mme Merkel qu'il peut régler le problème d'un traité. Il peut prendre ce traité, en refaire
faire un autre ensuite, il peut travailler pour améliorer les textes, ça c'est possible, mais faire croire qu'en allant une fois à Berlin, on pourra régler le problème, ce n'est pas vrai. Par contre, moi je pense que l'Europe aujourd'hui a beaucoup souffert dans cette crise, mais elle s'est renforcée. Et nous, le grand sujet de l'élection présidentielle, pour moi, au niveau européen, c'est de passer de la période de réponse urgente à la crise, comme on l'a fait d'ailleurs, plutôt bien, je pense. C'est pas terminé, on voit que la situation de la Grèce est terrible, avec un État qui est au bord du dépôt de bilan, et avec des échéances lundi très importantes. Parce que ça n'a pas été, au début, je trouve, bien traité. Mais vous pensez que l'urgence est traitée pour l'instant? Non, les urgences, on le voit bien, les urgences sont traitées, mais il faut aller beaucoup plus loin et transformer ça en nouvelle gouvernance. C'est-à-dire que je crois qu'il doit y avoir un président, en effet, de la zone euro, avec un secrétaire général de la zone euro, avec un ministre des Finances de la zone euro et avec un ministre de l'Industrie de la zone euro. Voilà, je vais jusque-là. Parce qu'on ne pourra pas régler le problème, et en particulier, quel est le grand sujet aujourd'hui que nous avons sur le plan économique? C'est que nous avons les pays émergents, les BRIC, mais aussi les nouveaux, les New Eleven, les nouveaux pays émergents, le Vietnam, l'Indonésie, la Turquie. Ben, ceux-là, on ne peut absolument pas y répondre, comme le disait Jean-Louis Bianco tout à l'heure, seul. Il faut que l'on soit tous ensemble pour régler ce problème. Le président Chirac parlait souvent d'un monde multipolaire. Mais dans le monde multipolaire, il y avait l'Europe. Il y avait aussi l'ASEAN, il y avait l'ALENA, mais il y avait l'Europe. Donc il faut créer plus d'Europe politique et plus d'Europe économique. Jean-Louis Bianco, avant d'en arriver à un gouvernement, une gouvernance européenne, se pose quand même la question de la Grèce, de la situation de la Grèce. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de guérir ou de tuer le malade? Je pense qu'on est en train de tuer le malade. Et je le dis avec gravité, ce qui est imposé à la Grèce est profondément injuste et c'est toujours plus, toujours plus. On a diminué de 25% le pouvoir d'achat des Grecs, on va encore le diminuer de 25%. Et on tarde énormément à prendre des mesures pour que tout le monde paye l'impôt, pour rapatrier l'argent, pour diminuer les budgets militaires. C'est quand même extraordinaire. La Grèce continue à augmenter son budget militaire. Est-ce que vous croyez que demain, la Turquie ou Chypre vont l'attaquer? Donc là, l'Europe s'est trompée de diagnostic parce qu'on est dans une politique ultra répressive et quelque part méprisante d'un certain nombre de pays de l'Europe du Nord. Sur le thème, ces pays du Sud gèrent mal. Des pays AAA, notamment l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas. Ça vient notamment de l'Allemagne, il faut le dire. Est-ce que ça signifie qu'il y a une forme d'implosion de la zone euro? Non, avec il faut deux catégories. Il faut tout faire pour préserver la zone euro, parce que même si d'ailleurs la Grèce devait partir, ce serait dramatique pour la Grèce, mais ce serait aussi dramatique pour la zone euro. Simplement, il faut arriver à des négociations plus équilibrées. C'est une bataille à mener, mais encore une fois, ça n'est pas parce qu'on a adopté des règles inapplicables qu'on est obligé de continuer à aller droit dans le mur. Philippe Douste-Blazy, il faut une potion amère et il faut d'autres médicaments, ou bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui payera? Il y a deux remarques. La première, c'est que je pense qu'il faut rééquilibrer d'urgence la relation franco-allemande, que nous avons fait ce que Mme Merkel nous a demandé de faire. Et Dieu sait si je suis européen et si je suis pour un pilier franco-allemand fort, j'aurais préféré une vraie crise franco-allemande au moment où Mme Merkel a imposé ses vues. Comme quoi, quand même, l'économie s'impose aussi à la politique. Mme Merkel est plus forte que nous aussi parce qu'elle fait du commerce extérieur 170 millions d'euros d'excédent, alors que nous, on fait 70 milliards de déficit. Et puis, la deuxième remarque, c'est qu'on a fait une énorme erreur au début. À mon avis, la Banque Centrale Européenne aurait dû dire le premier jour qu'elle se portait garante au niveau de toutes les banques qui avaient de la dette grecque. Et les spéculateurs n'auraient jamais attaqué. Et là maintenant on est dans une situation où on court derrière, comme vous dites, en permanence, et on vient de s'apercevoir, les spéculateurs viennent de s'apercevoir que pour la première fois depuis toujours, les dettes des États ne sont pas si solides que c'est prévu. un vrai enjeu, la Grèce, parce que quand on regarde entre guillemets un peu cyniquement le poids économique de la Grèce, c'est quand même très petit dans la zone euro. Alors parce que la question n'est pas la Grèce, non, mais la question n'est pas la Grèce elle-même. La question, c'est de savoir. Effectivement, Gilles pose la question. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, il faudra abandonner la Grèce? Est-ce qu'il faudra que la Grèce sorte de l'euro? Est-ce que non, ça serait une erreur colossale. Abandonner la Grèce serait. Alors, il faut un plan Marshall pour la Grèce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce qu'il faut, c'est montrer à un moment donné que un pays comme la Grèce, mais demain, ça peut être le Portugal, l'Espagne ou l'Italie, eh bien, ces pays-là ne peuvent pas être laissés
ils ne peuvent pas être attaqués par la spéculation. C'est le grand sujet aujourd'hui de l'Europe. Si on n'arrive pas à ça, alors évidemment, ça sera un constat d'échec. Mais à mon avis, il faut tout de suite faire une gouvernance économique, faire beaucoup plus d'Europe politique, et là, vous verrez que l'Europe sera respectée. Luc Bronner. Les conséquences d'une faillite de la Grèce et d'une sortie de la zone euro, Jean-Louis Bianco? Je crois que ce sont des conséquences en effet catastrophiques, d'abord pour les Grecs. D'abord pour les Grecs parce qu'ils se trouveraient pris dans un affaiblissement encore plus considérable qu'aujourd'hui. Et d'une part, symboliquement, politiquement, psychologiquement, mais aussi pratiquement, à travers la guerre que mènent les agences de notation à l'égard des dettes souveraines des États, alors on a un morceau du puzzle qui tombe et le reste qui risque de tomber. Est-ce que ça peut entraîner la France avec le différentiel de PIB considérable bien sûr entre que les deux États? ça paraît paradoxal, comme ça a été dit, c'est quelques pourcents du PIB européen, mais la mécanique infernale de la spéculation financière, la mécanique infernale des dettes, la mécanique infernale des agences de notation fait qu'en effet ça pourrait entraîner également d'autres pays. J'ajoute une chose, je suis en partie d'accord avec Philippe Douste-Blazy. C'était très difficile de gérer la crise. Quelques bonnes initiatives ont été prises, notamment par Jean-Claude Trichet, mais on a beaucoup trop tardé. Oui. Ça fait des mois et des mois qu'on aurait dû dire aux créanciers de la Grèce, qu'ils soient publics ou privés, renoncez à la moitié, aux 2 tiers, aux 3 quarts de votre dette. On a été beaucoup trop lent et beaucoup trop indulgent, notamment avec les banques privées. Bien, merci messieurs. On arrête sur ce chapitre. On passe maintenant à la dernière partie de cette émission. Alors, c'est l'heure des questions d'actualité. Messieurs, je vous en rappelle la règle. Questions courtes et réponses courtes. Première question, Luc Bronner. Nicolas Sarkozy qui affirme que François Hollande ment matin et soir. Monsieur Douste-Blazy, ça vous paraît être une entrée en campagne correcte? Puis on vient de parler de référendum. Je crois que M. Sarkozy propose beaucoup de référendums. On vient de parler de l'Europe. C'est un sujet où non seulement il n'a pas fait de référendum sur le dernier traité, mais il a même repris la Constitution qui avait été réfutée par les Français. Donc je pense qu'en matière de vérité, il n'a pas donné de leçon. Jean-Louis Bianco, sur la tonalité de la campagne? Ça dépend où on regarde. Si on regarde un certain nombre d'autres candidats que Nicolas Sarkozy, la tonalité me paraît normale et correcte. Quand on regarde l'espèce de violence agressive dont il témoigne, alors le mot d'ordre, on l'a vu, hein, vous lisez le Figaro, vous écoutez les responsables de la majorité, enfin de l'actuelle majorité, ils vous disent entrée fracassante. Entrée fracassante, ça veut dire quoi entrée fracassante? Ils manipulent l'injure, la caricature, il ne tiendra pas très longtemps à ce niveau-là, parce que les Français veulent du fond. Et le fond, en effet, comme il vient d'être dit, ça n'est pas d'annoncer qu'il fera demain le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Quand il souligne tout de même, par exemple, au meeting d'Annecy hier, que d'un côté, il y a le discours du Bourget de François Hollande qui dit s'attaquer à la finance, et en même temps une interview au Guardian à Londres. C'est pas une interview, c'est une conversation inégalement rapportée, dans laquelle il dit tout simplement... Donc ça mérite une mise au point. Oui, bien sûr, mais il l'a fait en partie, il aura l'occasion de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racine du mal, et je pense que bien au-delà de François Hollande, beaucoup sont d'accord, c'est le stade actuel du capitalisme financier spéculatif. Ça ne veut pas dire toutes les banques, ça ne veut pas dire toutes les institutions financières. On s'attaque à la spéculation et pas forcément à la finance. Oui, mais la finance, pour les gens, ça parle. Il faut parler aussi un langage que les gens comprennent. Attendez, il y a quand même une vraie question là sur l'article du Guardian. François Hollande dit clairement et textuellement, la gauche a gouverné, pour rassurer la City, soyons clairs, la gauche a gouverné pendant 15 ans, elle a ouvert les marchés, elle s'est ouverte à la finance, elle a libéralisé, elle a privatisé. Est-ce que ce type de discours tenu pour des Anglais pourrait être tenu par la gauche en France? Je crois qu'il peut l'être tenu à condition qu'on ne l'isole pas du reste. Le problème numéro 1, c'est combattre la spéculation. L'une des méthodes, on en parlera j'espère, c'est la taxe sur les transactions financières. C'est les euro-obligations. C'est aussi que l'État, le pouvoir, la nation reprennent le contrôle sur les banques. Moi, je pense qu'il n'est pas possible de laisser les patrons du CAC 40 faire 34% de bénéfices, les dirigeants des banques recommencer les mêmes erreurs sans qu'il y ait un contrôle de la nation, un représentant de la nation. Oui, c'est vrai, on a libéralisé et desserré les verrous de l'économie française. C'est d'ailleurs à l'honneur d'un homme comme Pierre Bérégovoy. Oui, c'est vrai, on n'est pas fixé dans l'idée d'un secteur public qui doit souffrir. Mais entre un secteur public qui fait tout et le laisser faire, il y a une marge, et la marge, c'est le contrôle du politique sur l'économique, du politique sur la finance. Luc Bronner. Jean-Louis Bianco, est-ce que François Hollande n'a pas un handicap à l'échelle internationale, le fait de n'avoir jamais exercé de très haute fonction politique, notamment ministérielle? Est-ce que dans le contexte actuel d'une crise économique très forte, d'une crise internationale éventuellement en Iran, est-ce que c'est pas là un handicap? Vous croyez que ça a handicapé Obama d'avoir jamais exercé de fonction ministérielle?
c'est le peuple français qui choisit, et le peuple français choisira en toute liberté. Et pour le reste, c'est un homme qui a assez d'expérience. Je vous garantis qu'être premier secrétaire du Parti socialiste, ça vaut pas mal de postes ministériels. Philippe Douste-Blazy, François Bayrou accuse non pas un tassement, mais enfin il stagne actuellement dans les sondages, et il dénonce en même temps une bipolarisation du débat politique. C'est votre sentiment également ? Oui, Bon, il y a par définition une bipolarisation. Simplement, on non mais ce tassement, sinon, comment vous l'expliquez, ce non-décollage de François ? Il a décollé dans le premier temps, mais là, contraire, il y a 10 jours. Donc, ouais. faut jamais. Vous savez, ce qui est important, c'est d'être le jour J au bon niveau. Je crois qu'il est multiplié par 2. Il va remultiplier par 2 très vite parce que, d'abord, les Français ne veulent pas du match, je crois. Hollande-Sarkozy. Et deuxièmement, vous allez voir très vite que les sondages de deuxième tour, quand on voit Hollande contre Bayrou, c'est 50-50. Lorsqu'on voit aujourd'hui Hollande contre Sarkozy, tout le monde sait qu'Hollande va battre Sarkozy. Donc je crois qu'il faut redonner, si vous voulez, un petit peu de marge. Mais permettez-moi de revenir un peu sur le fond, ce que vous venez de dire à l'instant. Sur les taxes de transactions financières. Voilà une élection présidentielle française qui se déroule. On se bat pour savoir si on va travailler jusqu'à 62 ans ou 60 ans. Et pendant ce temps, vous avez 1,5 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en train de crever de faim, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas accès à la santé, à l'éducation, à l'assainissement, et qui vont avoir Internet progressivement, qui sont en Afrique le plus souvent ou en Asie du Sud-Est, et pas un mot dans la campagne. Donc oui, la taxe de transaction financière, je suis très heureux et je demande solennellement ici à Monsieur Hollande. Mais une taxe différente de celle qu'on va mettre en place. Oui, plus importante, mais bien sûr, un peu plus importante, à 0,5% et non pas à 0,1%. C'est un pot de bourse et qui servent aussi au tiers-monde. Exactement, et qui servent au tiers-monde. Je demande solennellement à Monsieur Hollande et à Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou l'a déjà fait, lui, sur un interview, qu'au moins 15 ou 20% servent aux pays les plus pauvres. Parce que ce qu'on a fait avec les taxes sur les billets d'avion à l'époque avec M. Lula et M. Chirac, c'est 2,5 milliards de dollars et c'est 8 enfants sur 10 dans le monde qui sont soignés contre le sida grâce à ça. C'est possible, c'est indolore pour les banques, c'est indolore pour les gens riches, mais ça sauve des vies dans le monde pauvre. Voilà. Gilles Leclerc. Jean-Louis Blanco, c'est vrai qu'on parle assez peu de politique étrangère, sauf en ce moment, pendant cette campagne, mais on voit quand même qu'il y a des figures européennes qui apportent leur soutien, par exemple à Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, qu'on a vu à la télévision, qui va peut-être faire des meetings. Tout à l'heure, David Cameron appuie Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'Alliance, qui avait travaillé avec François Mitterrand, est-ce que ça a un impact dans une campagne présidentielle ? Alors, pratiquement aucun impact parce que c'est la droite européenne qui soutient la droite française. C'est pas vraiment un scoop. Et dans le contexte actuel, d'ailleurs, moi je m'en réjouis pas. Sur le sol français comme Angela Merkel. Il y a un anti-allemand qui monte en ce moment. Parce qu'on voit bien qu'en effet, pour dire les choses un peu familièrement, c'est Mme Merkel qui porte la culotte, ce qui fait que ça risque d'être plus nuisible à Nicolas Sarkozy qui ne le pense. Mais c'est pas ça qui changera les choses. Les gens regarderont un homme ou une femme, une vision, un projet, une confiance qu'ils vont donner, peu importe les gens qui viennent soutenir et qui viennent d'autres pays. Dernière question pour vous, Philippe Douste-Blazy. On vient d'apprendre donc la teneur de ce qui serait le référendum Sarkozy sur la formation des chômeurs. Donc en fait, la question porterait sur faut-il transférer les crédits qui sont alloués à la formation des salariés sur la formation des chômeurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? C'est surréaliste de faire un référendum là-dessus. Pardonnez-moi. C'est Jean-Louis Blanco qui répond. Je suis complètement d'accord. Je trouve ça chacun et puis on je trouve ça totalement surréaliste parce que d'abord la formation, ça dépend aussi des entreprises. Dans les entreprises, il y a des chefs d'entreprise. Et comment voulez-vous poser une seule question là-dessus? Et pire, sur les hommes ou les femmes qui vivent une détresse totale, faire croire que les chômeurs sont des gens qui veulent rien faire par ailleurs, me choque profondément. Aucun humaniste ne peut se retrouver là-dedans, de droite comme de gauche. Et vous, Jean-Louis Bianco? C'est stupide. Ça n'a aucun sens, c'est choquant, c'est la fuite en avant de Nicolas Sarkozy qui me paraît pas de nature à convaincre les Français. Bien, merci messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci Luc Brunner, merci Gilles Leclerc. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.